Bonsoir Mathieu. Donc on se connaît bien avec Mathieu, donc on va aussi se tutoyer ce soir. Donc on fait cette conférence à divers égards, mais surtout pour la sortie du hors-série Oasis Colibri sur les oasis. Donc vous pouvez, comme tous les soirs de ces webconférences, chatter, vous posez vos questions, et au bout de 30 minutes, on prendra vos questions et Mathieu se fera un plaisir de vous répondre. Alors, donc, je suis Mathieu Labonne. J'ai une formation d'ingénieur en aérospatial, donc rien à voir. Et pendant mes études, j'ai débuté la question du changement climatique. Donc, je suis devenu chercheur au CNRS sur le climat pendant quelques années. Je m'intéressais aux questions de bilan carbone. Je travaillais sur les organismes publics, sur les questions de bilan carbone et de gouvernance carbone. Et après, donc, j'ai des engagements assez forts auprès d'Ahmad, qu'on voit juste derrière, qui est un maître spirituel indien, qui a une grande figure humanitaire spirituelle en Inde aujourd'hui. Et donc, pendant quelques années, et encore maintenant, j'étais très engagé dans son mouvement, notamment pour gérer le Centre Ama, qui est un lieu près de Chartres, donc qui est une oasis. Et en 2014, je suis rentré à Colibri pour reprendre une activité rémunérée professionnelle. Et je suis devenu directeur fin 2014. Et que là, depuis 2 mois, on vient de passer en coordination collégiale. Donc, je suis plus seul directeur. On est 4 co-coordinateurs de Colibri, ce qui me libère du temps pour mettre plus de temps sur le projet Oasis, notamment la coopérative Oasis, qui est une SIC, une société coopérative. On va peut-être en parler tout à l'heure. Alors, tu l'as effectivement à titre, on va dire, de directeur de Colibri pour faire simple, parce que tu as repris l'instruction de Pierre Rabhi sur l'Oasis. Peux-tu nous définir ce qu'est un oasis? Alors, ça dépend du temps que j'ai pour répondre, mais en gros, pour faire court, une oasis, c'est un lieu physique où un collectif expérimente la question de la transition. Donc, ça peut être des formes extrêmement variées et on tient un concept assez ouvert parce qu'on ne pense pas qu'il y a une réponse à apporter aux soucis d'aujourd'hui. Donc, ça peut être des éco-villages, des éco-hameaux, d'habitat participatif en milieu urbain. On teste aussi comment en milieu urbain on peut incarner ces questions écologiques et sociales. Et ça peut être aussi des tiers-lieux, donc des lieux d'activité. En fait, on en a 2 types d'oasis. Les oasis de vie, qui sont pour nous les oasis les plus abouties, où on expérimente un nouveau mode de vie. Et puis en parallèle, les oasis ressources, qui sont plutôt des tiers-lieux, des lieux d'activité où on n'habite pas forcément, mais où on va travailler, se détendre. Quand tu dis qu'il y a plusieurs formes sur les oasis, tu peux nous dire 2-3 modèles classiques pour que les gens comprennent? Ouais, alors le modèle le plus classique et le plus abouti pour nous, c'est le modèle de l'éco-hameau, disons, qui s'expérimente beaucoup en milieu rural, parce qu'il cherche à mixer le côté lieu de vie et le côté lieu d'activité. Donc typiquement, ça peut être 6-7 familles, même jusqu'à 15-20 familles qui achètent ensemble un terrain pour créer un lieu pour habiter. Et comme en milieu rural, la question du travail se pose, ils cherchent aussi à s'installer en maraîchage, en activités de services divers et variés, enfin des formations. Et en parallèle, il y a des oasis plutôt en milieu urbain, type habitat participatif, où là, en général, c'est un peu moins tourné sur la question de l'écologie, mais c'est souvent de plus grande taille. Ça peut être 20, 25, 30 logements dans un immeuble, donc où les habitants ont designé leur propre logement et ont défini des lieux communs, des lieux collectifs, parce qu'évidemment, dans un oasis, on ne vit pas chacun chez soi. Il y a aussi cette dimension du partage, qui est vraiment la clé pour réussir la transition écologique. Et troisième forme, peut-être, c'est plutôt les lieux d'activité, type tiers-lieux, qui se développent beaucoup en milieu urbain, donc espaces de coworking. Ça, tu les mets dans les oasis. Ouais, nous, on a vraiment un concept large où, en gros, les 3 éléments, c'est collectif, c'est pas un lieu individuel, c'est un lieu où il y a un collectif, c'est un lieu où il y a la mutualisation et du partage, donc on expérimente d'autres façons de faire, et puis c'est un lieu écologique. Alors visiblement, il y a un problème de connexion et l'image a l'air hachée. On va essayer de résoudre ça pendant qu'on parle avec Mathieu. Est-ce que tu peux juste faire le rappel, parce que toi, tu arrives à un moment où Pierre Rabhi avait lancé le concept Oasis il y a quelques années. Quel est le lien entre les deux? Qu'est-ce que tu as repris, pas repris? Enfin, qu'est-ce que vous avez repris, pas repris? Ouais. Alors, Pierre, donc, il y avait cette intuition du terme oasis aussi, qui est, je pense, très vendeur, qui dit bien ce que c'est. C'est un lieu de ressourcement dans un paysage social qui tend à se désertifier. Et donc, c'était il y a longtemps que Pierre utilisait ce terme d'oasis. Tu te rappelles à peu près quelle année? Ouais, les années 90 à peu près, qu'il a commencé à lancer ce concept. Donc, pendant quelques années, ça correspondait aussi à un imaginaire. Alors lui, Pierre, il avait une vision assez ambitieuse, c'était une oasis.
et modèle en termes d'aboutissement de l'Oasis, mais on a vraiment rendu ça plus accessible. Donc, on n'a pas fermé ça à des lieux urbains, on n'a pas fermé ça à des lieux qui ne sont pas parfaits sur plein de questions. On a ouvert à des lieux d'activité, des oasis ressources, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc, on a vraiment ouvert le concept pour qu'il y ait vraiment ce phénomène de réseau qui permet d'avoir aujourd'hui 880 lieux dans ce réseau. Donc, c'est un réseau qui, du coup, comme il y a beaucoup de lieux, peut générer beaucoup d'échanges et beaucoup d'expérimentation. Pour finir la présentation, tu vis dans une oasis, tu peux me dire où, quel type d'oasis, est-ce que ça t'a apporté par rapport à la vie? Beaucoup de choses, parce que je pense que accompagner les oasis sans connaître ce que c'est pas facile, ça peut être sinon trop théorique. Il y a beaucoup de dimensions, la dimension humaine, une oasis, c'est vraiment un enjeu clé. Moi, donc, je suis coordinateur de la ferme du Plessis, le Centre Ma, qui est une oasis ressource, où il y a aussi des gens, on accueille beaucoup de gens en séjour, où on accueille quand même 30 000 visiteurs par an, donc c'est quand même à séjourner, donc c'est un gros lieu qui est en Eure-et-Loir. Et à côté, on a créé j'ai fondé un éco-village où on est 28 familles, potentiellement habitées. Pour l'instant, on est 26 sur les 28 logements à terme. Avec aussi d'un côté une senior, un habitat groupé pour personnes âgées. Donc au total, c'est 3 oasis, alors c'est dans le Kaizen, qui sont interreliées et où je vis. Et voilà, donc ce test oasis de vie, oasis ressources, avec une dimension spirituelle ou pas, voilà, on teste des choses assez diverses. D'accord. Quels sont les gros avantages de vivre en oasis ou de fonder une oasis, quel que soit l'oasis, ou peut-être spécifié en fonction des oasis? Alors l'avantage, il a plein de niveaux. Je dirais que dans la forme habitat participatif, les avantages, ils sont de recréer du lien social. Donc c'est-à-dire qu'on mutualise des espaces. Donc ce lien social, il génère aussi une capacité à incarner un mode de vie plus écologique, parce que par la mutualisation et le partage, on a accès à des fonctionnements écologiques. Typiquement, de partager un potager ou un poulailler ou sa buanderie, ça permet de rendre ça plus facilement accessible et donc du coup de consommer aussi moins. Il y a un intérêt économique, parce que souvent, c'est des lieux qui sont faits en autopromotion, ou comme on mutualise, du coup, on dépense moins. Donc voilà, donc l'intérêt est vraiment les 3 volets du développement durable, social, écologique, économique. Après, là où ça va un peu plus loin, c'est que souvent, c'est vraiment une quête de sens qui est associée, donc d'avoir un mode de vie dans lequel on retrouve vraiment, peut-être incarner ses valeurs profondes, donc des valeurs de solidarité, d'entraide, des valeurs aussi par rapport à ses enfants, de pouvoir être dans un environnement qui soit plus sain. Donc c'est un peu, pour beaucoup de gens, une forme d'aboutissement, sans penser forcément que c'est pour soi, mais d'un mode de vie qui serait écologique et solidaire. Voilà, donc c'est l'avantage, c'est un peu un idéal qui peut se réaliser, les gens qui arrivent à le réaliser aujourd'hui. Tu parlais de coûts, quels sont les avantages financiers? On sait les chiffrer aujourd'hui. Oui, on dit classiquement que 10% lié à l'autopromotion, ça peut être 10% s'il y a de l'autoconstruction, c'est-à-dire si on construit soi-même, et puis il y a 10% lié à la mutualisation. Donc en gros, si on fait une oasis aboutie, pour des mêmes usages, on peut aller jusqu'à un tiers de prix en moins. Mais ça, après, souvent, ce tiers, il est réinvesti dans des fonctionnements écologiques, dans l'autonomie, dans des choses comme ça. Donc, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je vois vos questions, on va en prendre en compte d'ici 15-20 minutes. Quelle est la bonne taille pour créer une oasis? Est-ce qu'il y a un phénomène d'échelle à respecter? Oui. Alors, si on parle des oasis de vie, parce que c'est là où on habite, la taille, c'est un enjeu clé. Parce que suivant qu'on soit 3 familles, 10 familles ou 20 familles, c'est pas le même modèle. C'est pas les mêmes gouvernances qui fonctionnent. C'est pas les mêmes modèles économiques et juridiques qui fonctionnent. Moi, je trouve qu'une des bonnes tailles, c'est de tendre vers 8-10 familles. On parle de famille, on est d'accord. Ouais, de foyers. Parce que ça permet en fait des gouvernances qui sont encore pas trop complexes. Je vais expliquer pourquoi c'est plus complexe quand on dépasse. Et en même temps, avec 8-10 familles, on peut vraiment aller loin dans la mutualisation. Si on est 3 familles, on peut faire des choses très chouettes, mais évidemment, on va pouvoir moins mutualiser parce qu'on a moins d'argent à mettre en commun. Alors que si on est 10 familles, imaginez des chambres d'amis collectives, une laverie collective, des phytoépurations pour traiter son eau, des potagers, c'est beaucoup plus accessible. Pourquoi est-ce qu'au-delà de 10 familles, c'est compliqué? Alors après, est-ce que c'est 8, 10, 12? C'est l'ordre de grandeur qui compte. C'est souvent que les modes de gouvernance, on va dire à 15, 20, 25 familles, sont des modes de gouvernance qui tendent plus à ressembler à des modes type entreprise. On peut moins être dans une plénière où tous les habitants vont décider ensemble, ou alors ça devient très, très chronophage et un peu lourd. Donc la bonne taille, je trouve, et après il y a des contre-exemples, mon éco-village, on vise 28 familles, c'est un peu un contre-exemple, mais la bonne taille, je pense, c'est d'essayer de viser entre 6 et 12 pour être dans une fourchette large. Et tu parlais de gouvernance, justement, des difficultés de gouvernance. Est-ce qu'on peut partir de ton exemple, de ton éco-hameau? Quels sont les types de gouvernance à mettre en place? Quels sont les écueils à éviter dans la gouvernance? Alors, en fait, la gouvernance, je dirais qu'il y a 2 voies dans la gouvernance. Il y a la gouvernance
pure, c'est-à-dire les modes de décision, les rôles à attribuer. Et après, un autre enjeu qui vient souvent titiller la gouvernance, c'est la question de la relation humaine. Au niveau des outils, les gens aspirent, et nous, c'est ce qu'on encourage, à des modes de gouvernance plus participatifs, voire même de gouvernance partagée, c'est-à-dire où finalement les besoins de chacun, la souveraineté individuelle, elle est vraiment présente, parce qu'un lieu qui serait purement pyramidal par rapport à son mode de vie, c'est assez compliqué. Après, là où il y a des enjeux, c'est qu'en même temps qu'on est dans des formes de grande taille, il y a des besoins de leadership. Donc, on est un peu dans cette recherche d'un arbitrage entre une horizontalité qui a un peu une intention parfois, et puis un besoin quand même de verticalité, notamment pour des enjeux de prise de décision, de vision stratégique, etc. Donc, les bonnes tailles, souvent à 8-10 familles, permettent, dans une avance partagée, on a des lieux qui fonctionnent sans leader, et ça marche, en quelques cas. Mais très souvent, ce qui marche le mieux, c'est quand même des lieux où il y a une personne, ça peut être plusieurs personnes, ou ça peut être une idée, mais quelque chose qui fédère vraiment le groupe. Alors, moi, j'ai bien compris que ton oasis n'est pas exemplaire et que tu ne veux pas le reproduire, mais est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples concrets où il y a eu besoin d'un leadership et où tu as eu besoin d'une intelligence collective pour prendre les décisions de manière collégiale? Alors, en fait, la phase de leadership, elle est forcément pertinente dans la phase de montage du projet. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas compétent au niveau juridique, tout le monde n'est pas compétent sur la question d'un modèle économique, et que là, il y a besoin à un moment donné de personnes qui prennent le lead. C'est très clair. Après, aussi, le leadership, il permet, c'est ce qu'on appelle un peu les personnes sources, hein, c'est un concept qui est travaillé, c'est des gens qui, des fois, ont une intuition, et l'oasis, c'est l'incarnation subjective de la transition. Il n'y a pas quelque chose qui est très objectivable, c'est aussi des intuitions de certaines personnes, des axes mis sur certaines choses. Je sais pas, ça peut être l'éducation, ça peut être la question intergénérationnelle. Donc, c'est ces choses-là aussi qui sont souvent liées à des personnes. Après, en parallèle, la orientation collective est nécessaire et indispensable. C'est pour tout ce qui va impacter le mode de vie individuel là-dedans, dans ce design un peu général. Par exemple, la question, moi, dans notre oasis, la question des règles de construction qu'on s'impose, on ne peut pas imposer à des gens, par exemple, des toilettes sèches, si la moitié du collectif ne veut pas vivre en toilettes sèches. Donc, tu as imposé les toilettes sèches à ton Equamo. Moi, je ne l'ai pas imposé, ça a été collectivement décidé. Mais vous l'avez décidé collectivement. Oui, donc ça peut être des choix collectifs. En fait, tout ce qui touche à l'intimité des personnes, on ne peut pas forcément, et même on ne doit pas rentrer dans une décision purement verticale. Donc, quand il y a besoin de trouver un commun pour gérer ces espaces d'intimité, du coup, ça se décide ensemble. Et ça, du coup, il faut pas seulement être intelligent collectivement, il faut savoir prendre en compte aussi la diversité des gens. Et justement, dans cette difficulté humaine que tu évoques, est-ce qu'il est bon aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tenants de se faire accompagner ou pas accompagner, de se faire accompagner par, donc il y a les compagnons Oasis, par exemple, que vous avez mis en place, où il y a d'autres experts qui vous accompagnent dans la création d'Oasis. Est-ce qu'il est bon d'être accompagné devant cette difficulté humaine, technique ou financière? Alors oui, avant je vais répondre oui. Après, il y a des contre-exemples comme tout, mais globalement, et ça, je ne veux pas faire de fausses idées, monter une Oasis, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand tu dis c'est compliqué, ça prend combien de temps? Alors, ça peut prendre plusieurs années, ça peut prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans, suivant le projet. C'est compliqué, mais il faut mesurer ça à l'aune des changements de mode de vie que ça génère sur nous. Créer une oasis, c'est potentiellement répondre à un rêve d'un mode de vie pour ses enfants, un mode de vie pour soi, pour son travail. Et donc, comme ça, c'est multidimensionnel, il faut travailler ces multidimensions. Donc, ça demande de travailler des questions de montage économique, de gouvernance, de juridique, de relations humaines. Donc, il faut apprendre aussi à se faire confiance. Donc, là, ça prend du temps aussi de créer du nous, de créer l'enfant dans un groupe. Et après, l'accompagnement, du coup, il est indispensable pour moi pour pallier à nos manques, et tout groupe a des manques. Il est aussi indispensable pour avoir un feedback extérieur. C'est intéressant aussi d'avoir une forme de supervision. Pour prendre un exemple dans d'autres pratiques qui existent. Et là où il y a un enjeu assez fort, c'est que l'accompagnement, ça coûte de l'argent. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des solutions, nous, parce qu'on pense que sans accompagnement… Quand tu dis nous, c'est Colibri. C'est Colibri, ouais, et puis le projet Oasis. L'accompagnement, on l'a mis en place avec cette envie de le rendre accessible, parce que souvent les personnes, par manque de moyens, ne seront pas accompagnées et se cassent la figure sur des questions qui sont pourtant bien connues. Donc, pour le rendre accessible, on a dit 2 outils. Le premier outil, c'est les compagnons Oasis, qui sont des professionnels indépendants qui ont été formés, accompagnés par Colibri pour accompagner de façon généraliste les projets et qui proposent des formules à des prix qui n'ont rien à voir avec des prix d'AMO dans un système de maîtrise d'ouvrage classique, assistant de maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire, on n'est pas sur des promoteurs immobiliers bis à côté.
Et les compagnons oasis sont multidimensionnels, donc ils peuvent apporter un éclairage sur la complexité qu'est une oasis, pas juste sur le volet promotion immobilière ou montage financier. En parallèle des compagnons oasis, on a créé une autre formule qui est la coopérative oasis, qui est une formule qui est une société coopérative d'intérêt collectif qui finance des projets à taux zéro, si vous voulez, et qui par contre leur vend un accompagnement payant. Ça veut dire qu'on lie la question du financement et la question de l'accompagnement. Parce que souvent, vous êtes 6 familles, vous voulez créer un projet, vous n'avez pas forcément de sous tant que vous n'êtes pas sûr. Vous n'allez pas mettre 50 000 € dans le projet si vous ne savez pas si vous allez avoir un logement à la fin. Alors que si vous avez un logement, c'est beaucoup plus facile d'investir dans l'accompagnement. Donc là, l'idée, c'est qu'on lie l'accompagnement avec un financement du projet et que ce financement de projet, il finance à la fois le bâti, les espaces communs, etc., mais aussi l'accompagnement. Donc nous qui prêtons de l'argent, on sécurise ce prêt en accompagnant le projet, parce qu'on sait que sans accompagnement, un projet est risqué. D'ailleurs, les banques, elles le savent bien. Pour les collectifs non accompagnés, c'est très compliqué. Et en parallèle, ça rend du coup accessible cet accompagnement. Donc c'est vraiment indispensable aujourd'hui de trouver des leviers, que cet accompagnement ne soit pas un frein, que la dimension financière de l'accompagnement ne soit pas un frein. C'est de le rendre accessible et de le démultiplier. Je viens d'évoquer rapidement, parlant des banques, où on en est sur la loi qu'avait imaginée Cécile Duflot sur les coopératives, où on en est où dans les statuts liés aux oasis de vie qu'on veut créer aujourd'hui en France? Alors oui, il y a eu la loi Ayur il y a quelques années qui a créé des nouvelles formes juridiques qui ont l'avantage de répondre bien aux enjeux des habitats participatifs, typiquement, surtout pour les lieux de vie, les lieux d'activité. Qui ont donc une coopérative, hein. Comment? Qui était un statut coopératif. Oui, en fait, il y a 2 statuts, dont un qui sont les coopératives d'habitants, qui est un peu le modèle envié et souhaité par beaucoup de projets, qui a aujourd'hui la limite d'être un modèle récent, donc il y a peu de jurisprudence, de connaissances, etc. Des fois, des modèles très simples de type presque lotissement ou SCI, ça peut bien marcher aussi. Mais donc, ces outils juridiques, ils ont été créés pour répondre à des besoins parce que les formes juridiques qui existaient, elles n'étaient pas forcément adaptées, notamment sur ces questions à la fois de gouvernance, mais aussi de financement. C'est-à-dire que c'est des projets où souvent on est co-investisseur et on est en même temps locataire, parce que les gens mettent dans un pot commun pour financer un lieu dont ils vont d'ailleurs pouvoir bénéficier en tant qu'habitants, mais ils vont payer un loyer. Donc c'est des formes un peu hybrides. Donc on essaye de collectiviser un certain nombre d'équipements et en même temps les gens veulent retrouver leur argent quand ils partent. Et alors, on n'a pas encore évoqué, parce que je vois qu'il y a énormément de questions, donc je vais réduire mes questions. D'un point de vue architectural, est-ce qu'il y a des grands concepts, des idées fortes à retenir, ou est-ce qu'on fait ce qu'on veut dans un oasis? D'ailleurs, je vois qu'il y a plein de questions intéressantes. Oui. Bah, donc, quoi, les concepts à retenir? D'un point de vue architectural, est-ce qu'il y a des grands concepts à retenir? Est-ce que, ou un oasis, on fait ce qu'on veut ou... Les 2 concepts, ils sont, la place des habitants dans la conception, c'est-à-dire de réfléchir les usages, et notamment la mutualisation. Quel espace on veut partager? Est-ce que vous voulez rien partager? Vous n'êtes pas une oasis dans ce cas-là. Ou est-ce que vous êtes prêt à partager? Alors, au départ, ça commence par une laverie, des chambres d'amis, une salle commune pour faire des fêtes. Ça va jusqu'à mutualiser la cuisine pour se faire à manger. Ça, c'est assez rare, c'est ce qu'on appelle des colocs. Ou voilà, mais il y en a qui vont jusque-là. Je crois que chez Grainessence, dont on parle en couverture, ils le font. Hein. Ils le font, ouais. Beaucoup de lieux expérimentent aussi d'aller plus loin, mais bon, souvent il y a des choses assez classiques qui sont des ateliers pour bricoler, des choses comme ça. Certains partagent des voitures. Voilà, des voitures. En fait, on peut aller aussi loin qu'on veut, mais ça, c'est vraiment une question à se poser. Donc, mettre les habitants, parce que si on utilise des espaces entre des gens qui ne vont pas s'entendre, ça va foirer. Donc, l'idéal, c'est de passer vraiment des besoins et de ce que les gens ont envie de partager, et pas de leur imposer quelque chose. Donc, c'est pour ça que les habitants, dans la phase de définition du projet, sont indispensables. C'est pour ça que les mairies qui créent des oasis, elles se plantent parfois parce que les habitants ne sont pas assez intégrés dans ce processus et dans la montée en compétences aussi qui va avec. Et après, l'autre élément évidemment structurant d'architecture, c'est que nous, on crée des oasis pour créer des modes de vie écologiques. Donc, une oasis qui aurait aucune recherche d'une forme de sobriété énergétique, de capacité aussi à produire son énergie, son alimentation, etc. Voilà, donc il y a souvent une question de design en permaculture souvent, permet de réfléchir comment on crée un mode de vie qui soit souhaité, souhaitable et qu'en même temps diminue nos consommations. Donc ces 2 piliers, mutualiser, donc co-construire et sobriété énergétique, c'est un peu les 2 piliers architecturaux. D'accord, alors je vais déjà rebondir sur une première question de Stéphane qui répond à une problématique que j'avais notée. Les difficultés et sur le taux d'échec des oasis 5 ans après leur création. Alors, quelle est la plus grande difficulté que toi tu as vue, peut-être pas dans ton oasis, mais dans les oasis que tu côtoies? Je pense qu'il y a différentes difficultés à différents stades. Il y a le stade de la création.
où là, la difficulté, elle est donc fait que beaucoup de lieux aussi en création n'aboutissent pas. Ça peut être, par exemple, des questions où on ne trouve pas le financement. La question du financement, il y a un levier d'échec clair au départ. Souvent, des gens aussi qui pensent qu'on peut faire des maisons à 3 000 € et habiter comme ça. Donc, c'est malheureusement, on travaille beaucoup dessus, l'enjeu financier est important. Après, ça peut être aussi un collectif, ils ont avec une belle idée, ils veulent tous vivre en éco-village, mais en fait, ils n'ont pas les mêmes valeurs quand ils creusent bien. Donc, on peut avoir aussi des projets qui n'aboutissent jamais parce qu'au final, ils ont un rêve commun, mais ils ne mettent pas les mêmes intentions derrière. Donc, ça ne fonctionne pas. Après, donc, en gros, il y a beaucoup de projets qui n'aboutissent pas. Bon, par contre, il y a beaucoup qui aboutissent aussi aujourd'hui, de plus en plus. Mais On sait voilà. combien il y a d'oasis à peu près en France qui ont abouti, qui sont… Nous, dans le réseau, il y a 880 lieux qui sont en création ou construits. Il y en a en gros les 2 tiers qui sont construits, 1 tiers qui est en construction. Il y en a beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas. Hein. On n'a pas l'exhaustivité des lieux collectifs écologiques en France. Après, le taux d'échec à 5 ans, qui était la question aussi de Stéphane, il est assez limité à 5 ans. Il est plus valable à 10 ou 15 ans. Parce qu'une fois que le lieu est commencé, il durera quelques années. Ça, j'en suis à peu près sûr. Après, donc, il y a un autre enjeu, c'est passer de cette phase où on est dans une phase projet, où en gros on rêve, on construit le lieu, à une phase où pendant 10 ans, 15 ans, on va avoir les mêmes voisins, ou presque les mêmes voisins, où les rôles vont changer. Le leader est moins important, à son avis, que quand on crée le projet. Et du coup, il y a des transitions aussi à anticiper dans les lieux. Il faut les anticiper et que nous, on voit, on a peu de recul, parce que beaucoup de lieux sont récents, mais qu'il existe des crises dans la vie d'un lieu qui ne sont pas forcément fatales, loin de là. Est-ce qu'elles sont au bout de 10 ans, 15 ans? Je ne sais pas répondre. Mais très souvent, elles ne sont pas avant 7, 8, 10 ans. C'est comme un couple, en fait. Dans un couple, il y a des phases. Il y a Amandine et Isabelle qui nous posent la question, comment on fait quand on est seul? Et c'est vrai que c'est une vraie question parce qu'on voit beaucoup notamment de femmes seules qui arrivent vers 50, 60 ans, qui ont envie d'intégrer des oasis et qui se posent la question. Et oui. Et alors, quand on est seul, on est bien dans les oasis parce que les oasis, c'est beaucoup aussi, c'est des publics qui, n'ayant pas de famille, cherchent aussi à mutualiser, à collectiviser. Là où on a une famille avec 5 enfants, c'est différent. Hein. C'est déjà une oasis chez soi. Mais là, on a donc beaucoup de pré-retraités ou de jeunes retraités qui cherchent à intégrer ce type d'habitat. Des retraités sont les bienvenus. Souvent, des gens qui ont un peu de capital à investir, parfois plus que des jeunes couples avec enfants, et qui parfois ont même du temps quand ils sont retraités. Donc, c'est souvent des gens qui intéressent bien les oasis, tout en sachant dans une oasis, notamment si elle est un peu de grande taille, on anticipe une pyramide des âges équilibrée. C'est ce que j'allais dire, tu préconises plutôt des oasis intergénérationnelles en fait. Oui, alors ça c'est l'erreur qu'ont fait les lieux communautaires il y a 30-40 ans, d'avoir des gens, que des jeunes par exemple, que des jeunes couples. Il y a encore les habitats groupés maintenant, il y a 30 ans, ils avaient tous 30 ans il y a 30 ans. Aujourd'hui ils ont tous 60 ans. Tous 60 ans, les enfants sont tous partis et ils se retrouvent à avoir des espaces trop grands, mal adaptés. Un exemple que je connais bien, c'est la Grande Maison, qui est en Belgique, donc près de Bruxelles, où ils étaient 10 foyers, tous du même âge, il y a 30 ans à créer un lieu. 30 ans après, le lieu marche toujours, donc ça montre que ça peut durer. Les gens sont toujours là, ils ne sont pas partis en courant, donc ça a marché. Et sauf que là, ils se disaient, maintenant on est tous pré-retraités, qu'il y a jeunes retraités ou on va bientôt l'être, et ça leur pose des questions. Le choix qu'ils ont fait, qui est un choix courageux, c'est carrément de scinder le groupe en deux. La moitié du groupe est partie créer un autre lieu, et donc ça a libéré la moitié des logements pour accueillir des familles. Donc c'est un choix conscient qu'ils ont fait en se disant, si on ne fait rien, on va avoir une super prison dorée pour dormir, pour vieillir entre nous, et ce n'est pas notre intention de départ. Donc aujourd'hui, d'avoir une pyramide des âges, ça crée aussi à la fois de la rotation, un nombre d'enfants est un peu toujours équivalent, et ça c'est important pour qu'il y ait une vie, parce qu'on cherche une vie sociale, une vie collective. Si on est que… Alors après, il y a aussi des lieux qui sont que entre retraités, ça existe aussi, par un intérêt. On pense au Baba Yaga à Montreuil. Baba Yaga, ouais. Et puis même nous, là, le lieu qu'on crée, la maison des aînés du Plessis, donc à côté du Centre Ama, c'est un lieu intergénérationnel pour des personnes âgées, et où il y a 24 personnes âgées à terme qui habiteront. Mais on le pense différemment, si c'est que pour des personnes âgées ou si c'est pour justement une diversité d'âge. Alors là, tu évoquais une sortie de la moitié du groupe. On le voit quand on passe dans les oasis. Souvent, la question des entrées et des sorties est une vraie question. Qu'est-ce que tu conseilles pour gérer ces entrées et ces sorties? Alors, déjà, je conseille de se dire que ça va arriver. Il y aura des départs dans un groupe. C'est des moments douloureux, mais il faut s'y préparer. C'est-à-dire qu'un groupe de 10 familles, s'il y a un départ tous les 2 ans, ça veut dire que les gens restent en moyenne 20 ans. C'est énorme déjà dans un lieu de vie. Donc, il faut anticiper qu'il y aura des départs. Il ne faut pas du tout le minimiser. Des départs qui peuvent être volontaires ou des départs qui vont être nécessaires aussi. Parce que dans un groupe, il peut qu'il y ait des tensions qui nécessitent à un moment donné de séparer de quelqu'un. C'est un sujet compliqué, mais il ne faut pas le nier. Faut pouvoir l'anticiper. Après, comment on l'anticipe? On l'anticipe à plusieurs niveaux. On anticipe au niveau relationnel.
en prévoyant des temps de régulation tout au long de la vie de l'oasis. On l'anticipe aussi en parlant du fait qu'on peut être amené à partir, qu'est-ce qui se passe pour mon argent si je pars, etc. On anticipe aussi au niveau juridique, c'est-à-dire qu'il y a notamment la question de ce qu'il faut éviter, c'est que si une personne doit partir du lieu, il fasse la remplacer trop vite. Parce qu'il faut en même temps, qui dit départ, d'y arriver. Et les arrivées, il faut laisser le temps aux gens d'arriver. Donc, on a un exemple là qu'on finance avec la coopérative Oasis, du château partagé, qui est un château en Savoie où il y a 6 foyers qui habitent. Et en gros, dans ces 6 foyers, ils ont eu quelques crises au départ qui étaient liées au fait que des gens voulaient partir. Et ils devaient rembourser ces personnes-là, mais prendre des gens pour les remplacer trop vite, du coup, ça les obligeait à intégrer très rapidement un couple ou une famille ou une personne seule, mais qui ne connaissait pas. Et ça prend des risques pour un collectif. Donc là, ils ont changé leur modèle économique et c'est ça, et leur modèle juridique, c'est ça qu'on finance pour que plutôt qu'être tous copropriétaires avec des gros capitaux qui sont mis dedans, et ben ils sont tous locataires et le capital, en gros, il a été énormément diminué. Donc ça permet comme ça, quand une personne part, de ne pas avoir besoin de sortir beaucoup d'argent pour la rembourser. Voilà, donc c'est aussi des enjeux juridiques d'anticiper quand il y a un départ, elle repart avec son argent. Et justement, Romain nous pose une question et ça va rebondir sur ta question. Comment je fais quand j'ai pas de revenus en fait? Et surtout, tu viens de le poser avec l'exemple du château partagé. Comment on fait qu'on a une grosse disparité entre certains qui ont beaucoup d'argent et d'autres qui ont peu d'argent? Alors, c'est là où les modèles coopératifs sont intéressants. C'est-à-dire qu'en gros, quand on mutualise nos ressources pour acheter un lieu, on permet à des gens qui ont moins de revenus d'accéder. Dans un lieu, il ne peut y avoir que des gens sans revenus. Ça, il y a des exemples, mais c'est très rare, ou c'est de l'habitat léger, ou voilà. Mais souvent, les lieux ont une intention de dimension sociale aussi, et de solidarité, mais pour qu'elle puisse s'exercer, il faut aussi qu'il y ait des gens qui investissent. Donc là où c'est assez innovant aujourd'hui, l'exemple des Coravis dans la Drôme, qui est aussi dans le Kaizen Oasis, c'est le fait qu'un lieu où vont habiter à terme 20-25 foyers, en gros, est financé par bien plus de gens. Donc, il y a aussi une question de flécher des financements de la société aujourd'hui, de l'épargne citoyenne, vers ces projets-là. Donc, de faire financer l'accès aux habitats groupés, aux oasis, à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, ça permet aussi d'intégrer des personnes qui sont que locataires et non pas propriétaires. Pour répondre à la question des gens, on n'est pas obligé d'être propriétaire. Non, en tout cas, il faut des propriétaires, qui peuvent être d'ailleurs une société coopérative. L'exemple, moi, donc, sur notre éco-hameau, on a donc les gens qui financent leur maison, c'est sûr qu'il faut qu'ils aient des moyens, mais par contre, les gens qui financent des maisons pour les louer. Et donc, ceux qui vont louer, des gens qui sont un couple où les deux sont au RSA et qui vont louer une maison dans l'éco-hameau. Donc, c'est pas incompatible, mais après, il faut en parallèle qu'il y ait quand même de l'argent. Pas forcément les gens qui habitent qui en ont, mais il faut quelque part trouver cet argent. Et c'est Amandine pardon, pas Amandine, Pierre-Marie, je m'y retrouve pas. Amandine, comment mettre en place un oasis et a-t-on besoin de l'accord de la mairie? Comment ça se passe la relation avec les territoires en fait? Oui, alors c'est un enjeu. Dans les facteurs clés de succès, la relation aux élus locaux est vraiment importante. Parce qu'on a souvent des questions d'urbanisme et aussi d'acceptation locale. C'est-à-dire que souvent, les oasis arrivent, j'ai des exemples en tête, je ne vais pas citer de nom, mais de lieux qui arrivent dans des régions, et puis c'est des projets super innovants, super ambitieux, écologiques. Ça peut déstabiliser carrément un tissu local, parce que ça renvoie aussi en miroir aux gens, peut-être des rêves qu'ils ont, mais que c'est tout ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, il y a un enjeu d'intégration locale qui passe par de la patience. Et la première vertu, c'est la patience. On ne s'intègre pas dans beaucoup de départements en France en 2 ou 3 ans. Parfois 5 ans, 8 ans, 10 ans. Et pour y arriver, il faut créer du lien, aller écouter les gens de la région, répondre à leurs besoins aussi, ne pas vivre dans une cloche. Oui, parce qu'il y a quand même eu cette tendance de mettre les oasis qui s'appelaient avant Habitat participatif sous l'étiquette en fait. Oui, puis voilà, en plus, il y a un enjeu très français, c'est vraiment très franco-français. Tout ce qui est communautaire, ça fait peur. Et donc, en gros, parce qu'on a peur du communautarisme, on a peur des sectes, on a peur de beaucoup de choses. Et du coup, les oasis, même s'ils n'ont pas de dimension spirituelle ou ils ne sont pas fermés sur eux-mêmes, ont affaire à ces clichés-là et ont besoin de travailler la relation en local avec les gens, en particulier avec les élus, pour limiter ces peurs. Au-delà de cette intégration locale, donc avec les gens du territoire, qui est un enjeu clé, une oasis, c'est un lieu qui est ouvert, c'est un lieu de ressourcement pour justement, et c'est pour ça que les oasis, pour nous, sont importantes, parce qu'elles tromment les territoires. Une oasis, c'est petit, c'est que 10 familles, mais ça peut changer complètement une ville ou un village, si jamais ça joue bien son rôle. Et après, juste pour la question des élus, l'autre enjeu, c'est l'urbanisme. Et souvent, pour faire une oasis, il faut un permis d'aménager, un permis de construire.
là où j'encouragerais les gens à faire attention, c'est d'éviter de croire que les élus locaux vont changer complètement leur PLU pour l'Oasis qui arrive. Donc, ça demande d'être en lien avec l'existant et donc de rencontrer les élus pour ça. Alors, vous êtes extrêmement nombreux, on veut vous intéresser à ce sujet. On va vous offrir pendant un quart d'heure un tarif préférentiel sur l'Oasis avec un gros frais de port offert si vous commandez maintenant le numéro spécial Kaizen Colibri Oasis. J'ai Magdeleine qui nous pose la question, comment concilier Oasis et travail? Alors ça, c'est une question qui est importante. En ville, c'est assez facile. Les Oasis en ville intègrent rarement un lieu de travail. Parfois des espaces de coworking, notamment de Casales à Montpellier, là, un Oasis qu'on a avec la coopérative Oasis, où il va intégrer un espace de coworking dedans, mais bon, c'est moins important. En milieu rural, la question, elle se pose souvent, parce que quand on a un jeune couple urbain qui va aller vivre à la campagne, la question de comment je maintiens une activité économique, elle est cruciale. Donc, les Oasis, donc, y répondent alors pour certaines, notamment en mettant en place des activités économiques sur place. L'exemple de Grain Essence, que je citais tout à l'heure, ils étaient 3 couples fondateurs. Il y a un couple qui sont devenus paysans boulangers. Il y en a un qui est photographe, il peut travailler un peu partout. Il y en a un qui fait il y en a deux femmes qui sont bien à faire des camps nature pour les enfants en anglais. C'est un lieu qui est moitié francophone, moitié anglophone. Voilà, donc ils trouvent des activités qui répondent aux enjeux de transition qu'ils ont envie d'incarner sur place. Donc ça permet aussi de limiter les distances entre le lieu de vie et le lieu de travail, qui est une des difficultés d'habiter dans le milieu rural. Donc voilà, donc il y a ça. Et après, au-delà de la question du lieu physique, j'imagine la question peut-être du temps aussi. Vivre en oasis, c'est censé pas forcément prendre tant de temps que ça, même si ça en prend, si jamais on est assez intelligent collectivement. C'est-à-dire que si on mutualise, aussi un exemple, si jamais on a une forme d'autonomie qui se développe, on a moins besoin de travailler. Parce que on a, bon, c'est mon cas dans notre éco-village, on a des maisons passives, du coup très peu de chauffage, donc très peu de charges. On fait de la phytoépuration, donc on consomme moins d'eau, donc c'est aussi moins de charges. Si on produit des légumes, on a un maraîcher bio sur son terrain, du coup on a moins besoin de payer cher dans une biocoop ou dans un magasin bio ou dans un supermarché. Voilà, en fait, on se réapproprie sa capacité à répondre à son propre mode de vie. Et ça, pour moi, c'est l'enjeu le plus important des oasis, c'est que le monde de demain, il a besoin que les gens reprennent du pouvoir sur leur vie, deviennent des producteurs et pas juste des consommateurs. Et ça passe par le fait de travailler en tant que collectif pour se répartir des rôles, pour créer cette autonomie qui est indispensable pour l'avenir. Et justement, pour créer cette autonomie, est-ce que tu préconises de rédiger des chartes ou ça doit être dans l'informel? Est-ce que tu es pro-charte ou anti-charte? Alors, je pense que ça dépend sur quoi. En tout cas, il faut des chartes relationnelles. En tout cas, il faut des occasions de se poser des questions ensemble. Et le fait de rédiger un document est pas autant important que ça. Ce qui est important, c'est le processus pour y arriver. C'est ce qui va permettre de pouvoir se dire. Après, tu parles de ça, tu parles vraiment de règlement intérieur, de choses assez fortes. Moi, j'en connais un peu moins que toi, mais je connais quelques oasis où ça va de pas de charte du tout à des chartes très très fortes, avec une palette très diversifiée en fait. Mais moi j'ai l'impression que c'est vrai qu'en fait il y a autant de modèles qu'il y a de lieux. Je connais une oasis où son modèle de gouvernance c'est de prendre un petit déj ensemble chaque semaine. La Drôme Habitaire, il fonctionne comme ça. Il y a des gens qui ont des lieux qui ont des gouvernances extrêmement élaborées, extrêmement complexes. Moi je serais pour avoir une gouvernance définie, mais la simplifier au maximum, parce que au départ, on se prend au jeu de la gouvernance et on trouve ça très bien, mais on met le projet devant la question de la relation humaine. Les gens qui passent tout leur temps en réunion et pas assez de temps à faire la fête, à danser, à manger ensemble, à s'occuper de leurs enfants, c'est un projet qui n'est pas viable. Donc, de trouver une gouvernance qui prend le moins de temps possible, tout en étant collective, c'est un enjeu important. Et justement, Pierre-Marie nous demande quelle gouvernance type dans les oasis. Alors, on y a répondu un peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des modèles que tu préconises? Alors, il y a des modèles. Moi, j'ai du mal avec les modèles parce que des fois, ça devient des dogmes. Donc, je dois dire qu'à chacun d'inventer son modèle. Donc, souvent, c'est inspiré de la gouvernance partagée, des modèles type sociocratie, holacratie, etc. Je pense qu'on peut faire simple. Juste, tu peux nous expliquer sociocratie, holacratie en 2 mots, il nous reste 5 minutes. Ouais, non, 2 mots, c'est compliqué, mais c'est des modes de gouvernance où on cherche à répartir le pouvoir au maximum et pour ça, on met en place un nombre de principes pour répartir les rôles, pour prendre des décisions. Ces principes, ils sont bons, mais après, il faut les adapter. Donc, je pense qu'il n'y a pas un modèle de gouvernance. Ce qui est important pour moi, c'est que la gouvernance, de manière que le modèle juridique, ce n'est pas des choses qui font que le projet explose. Ce qui font que le projet explose, c'est la question relationnelle. Donc, ce n'est pas les questions des processus, c'est les gens qui sont dedans, et la question financière.
Donc la gouvernance, vous trouverez tout le temps une solution. Si jamais vous entendez bien, s'il y a de la confiance, s'il y a du nous qui est créé, vous allez inventer des modèles complètement nouveaux, parce qu'il y a aussi des choses à inventer, qui sont peut-être très simples et qui vont bien fonctionner pour vous. Comment est-ce qu'il y a une question philosophique ou sociétale? Pensez-vous que le modèle des oasis est la réponse à nos enjeux actuels et devrait être généralisé ou est-ce marginal? Alors, je pense que les deux. C'est-à-dire que c'est marginal. Aujourd'hui, imaginons qu'il y ait 400 oasis, en moyenne 15 habitants. Je veux dire, il y a en gros 6000 personnes qui vivent en oasis en France. C'est tout petit, c'est clair, c'est minuscule. Après, ces oasis, elles touchent beaucoup de monde. Les gens qui sont inspirés, les gens qui vont se former, les gens du territoire. Moi, j'ai des personnes à côté de chez nous qui, du coup, sont formées en apiculture dans l'oasis dont je m'occupe, qui sont venus voir nos maisons en paille et que ça intrigue, ils vont peut-être faire pareil. Donc, ça inspire des gens. Là où, moi, je pense que pour la société, c'est un modèle très intéressant, c'est que c'est un modèle qui va jusqu'au bout, qui ne s'intéresse pas juste à la question de la transition écologique pour des gens riches qui mettent des panneaux solaires et qui achètent une voiture hybride, ou que à la question de la solidarité, mais qui mélange toutes ces questions-là. Et je pense que les oasis sont sur des laboratoires de ce que devrait être le monde de demain. Après, comment on passe de quelques centaines d'oasis à quelques dizaines d'habitants à 5000 oasis avec chacune 40 ou 50 habitants, ça aujourd'hui, on ne sait pas le faire, on sait juste que ça va prendre du temps. Et donc, c'est sûr que par rapport aux urgences, les oasis sont un peu des phares, des lumières qui montrent un horizon, mais ce n'est pas la réponse à tous les problèmes de la société. Alors, on a des questions très concrètes d'un peu tout le monde, là, Stéphane, Eva, Céline, Evelyne. Comment trouver une place dans un oasis? Donc, on va vous mettre un lien, on va faire vite pour vous le trouver. Comment trouver une place dans un oasis? Alors, vous pouvez aller déjà sur un site intranet du Colibri qui s'appelle colibri.cc/oasis. On est en train de vous le taper en même temps. Colibri.cc/oasis. Donc, c'est le wiki interne du projet Oasis. Et dessus, vous allez accéder à une carte de France des projets d'Oasis. Et il y en a certains où on peut trouver ceux qui achètent des habitants. Donc, c'est colibri.cc/oasis. Ouais. Et sur ce site-là, vous trouvez aussi des ressources assez diverses et variées. Donc, c'est un site en wiki, donc un site collaboratif. Et sur ce site, du coup, vous trouvez y compris des oasis spécifiquement qui cherchent des habitants. Donc, dans l'onglet ressources, vous pouvez trouver ça. J'ai une question de Patricia, si j'ai bien compris la question. Comment on fait à l'inverse quand on a des fonds et qu'on veut les investir? Alors ça, on cherche ça. Parce qu'aujourd'hui, si on veut passer de 500, 800 oasis à 5000, le levier financier, il est crucial. Il est vraiment, vraiment crucial. On a créé cette coopérative Oasis qui est un peu sur le modèle de Terre de Liens ou d'énergie partagée, parce que les banques ne suivent pas, non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles ne comprennent pas ces projets. Elles ne savent pas les accompagner, elles ne savent pas évaluer le risque, alors que nous, on sait le faire parce qu'on les suit au quotidien, ces projets. Donc, on a créé une structure, vous pouvez taper un coopérative-oasis.org, coopérative-oasis.org, et sur ce site, vous trouvez donc une société cotée dans laquelle on peut placer de l'argent, avec potentiellement, on peut même la défiscaliser en partie, et cet argent, elle est prêtée derrière à des projets. Déjà 2 projets, un troisième là qui arrive, qu'on a financé comme ça, et il y en a d'autres qui vont arriver. À terme, on prévoit en 6 ans de financer 100 projets. Donc ça reste quand même petit, mais c'est déjà un beau développement si on y arrive, parce qu'on a besoin de trouver des modèles de financement innovants. Dans tous les domaines de la transition, les institutions classiques, elles ne sont pas taillées pour, elles ne savent pas. C'est à l'heure. On ne peut pas financer sans accompagner une oasis, parce qu'il y a tellement de risques que sinon on va mettre des taux d'intérêt qui sont énormes. Et évidemment, les gens ne peuvent pas se le permettre. Donc il y a besoin de trouver des petites astuces. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question d'Anaé. Le modèle, c'est l'intention, le thème principal, point d'interrogation. Est-ce que, quand on a l'intention de créer, j'ai essayé de décrypter la question d'Anaé, est-ce que l'intention suffit ou est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place quand on veut créer un oasis? C'est-à-dire qu'on part de zéro. Oui. Comment on fait? Est-ce qu'on se met entre potes en se disant, tiens, on s'aime bien, on veut créer un oasis, ou on crée une annonce en disant, c'est l'intention qui compte? Oui. Je vais l'interpréter comme ça la question. Alors, je vais faire d'abord une petite parenthèse pour dire que dans quelques semaines, on ouvre une nouvelle version du MOOC Oasis. Donc, c'est une formation en ligne que là, on va faire sur 6 semaines avec 1h30 par semaine de cours à faire chez soi et un webinaire toutes les semaines. Vous pouvez aller sur le site de Colibri et vous allez retrouver. Là, on va mettre l'annonce dans les jours qui viennent. C'est cette façon de pouvoir donc concevoir une oasis de A à Z avec les différentes étapes. Après, pour répondre à la question plus spécifiquement, je pense que ça dépend. C'est-à-dire que si vous êtes d'abord un groupe d'amis, clarifiez votre attention ensemble. Et c'est une situation assez idéale si on se connaît en avance, parce que du coup, on gagne du temps. Toute la création de la confiance, elle va être générée par des années d'amitié, de partir en vacances ensemble, etc. Si après vous avez un rêve, que vous portez un projet d'un lieu spécifique et pas le lieu de vos amis, vous pouvez lancer dans l'aventure de créer une oasis, sachez juste que c'est compliqué. Donc il faut des gens qui le fassent, hein,
Donc, heureusement qu'il y en a qui se lancent dedans. Mais c'est plus compliqué si on part dans un projet. L'intention, ce qu'on appelle nous la raison d'être, c'est crucial et ça s'exprime pas sous la forme d'un lieu. C'est-à-dire que l'intention, c'est pas créer un éco-village. L'intention, c'est plutôt des valeurs qui sont d'incarner la sobriété, d'incarner le lien intergénérationnel, de vivre de façon plus solidaire, qui vont vraiment être des mots qu'on va devoir définir dans un collectif pour s'assurer qu'on met les mêmes choses derrière. Parce qu'il y a des mots un peu valises, écologie, solidarité, mais comment ça s'incarne dans un projet, ça, il faut pouvoir le discuter. Donc, de prendre le temps avec d'autres personnes, de clarifier est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'on a derrière ces termes-là, c'est essentiel pour un projet. Ne le faites pas quand vous habiterez sur place, ce sera trop tard. Et justement, il y a Babette qui pose la question, est-ce qu'il y a des opérations portes ouvertes? Moi, je vais aller plus loin. Est-ce qu'on peut vivre en oasis pendant quelques semaines pour voir ce que c'est une oasis? Alors, est-ce qu'il y a des oasis qui permettent ça? Est-ce que tu le conseilles? Oui, alors je le conseille. De toute façon, tous les gens qui font des projets, on en visité plein avant. Donc, d'ailleurs, mais visiter, c'est une chose. Y vivre, c'est peut-être plus, non? Oui, alors, déjà, visiter, ça peut déjà être bien, visiter avec des temps un peu plus ou moins longs. Je vais donner un exemple. Là, il y a hier, sont revenus des étudiants de grandes écoles qu'on a envoyé une semaine dans des oasis et ça les a un peu changés, quoi. Ils ont vécu des choses, ils ont vu que c'était possible, que des gens incarnaient des choses complètement hallucinantes de leur point de vue. Il y avait des polytechniciens, des gens qui venaient d'écoles de commerce, donc c'était assez rigolo de voir leur réaction. Et en parallèle, donc il y a à la fois des voyages qu'on organise nous, Colibri, pour aller voir des oasis, qu'on peut faire à la demande aussi pour des groupes constitués, parce que souvent il faut avoir une entrée dans ces lieux pour qu'ils nous acceptent. Après, il y a aussi des lieux qui cherchent des familles pour quelques mois, quelques années. Genre du woofing Ça peut être du woofing, mais pour donner un exemple, ce matin, j'étais avec Jean-Philippe Cislac de l'îlot des Combes, qui est aussi dans le Kaizen Oasis, et Jean-Philippe, il vient d'acheter une nouvelle maison à côté pour justement qu'une famille qui veut tester la vie dans un lieu collectif en permaculture puisse venir y passer quelques mois, voilà, pour tester vraiment avant de lancer son propre projet éventuellement. Il y a des formules comme ça qui existent. Il n'y en a pas autant qu'il y a de personnes qui souhaitent les expérimenter, donc il faut créer plus d'oasis pour y répondre. Le mieux pour moi, c'est avec vos amis, ceux qui veulent créer une oasis avec vous, partez en vacances dans 2, 3, 4 lieux, dans 2, 3, 4, 5 jours en fonction du temps, et soyez titillés parce que ça génère chez vous le fonctionnement collectif, les toilettes sèches et leurs odeurs, etc., pour vous poser après les questions dans une expérience concrète et non pas juste idéologique. Alors, on a une question très précise de Thierry, j'espère que tu pourras répondre. Est-ce qu'on peut demander à des financeurs sur la coopérative Oasis de flécher leurs investissements vers un projet Oasis en particulier? Oui, on peut. On peut, ce n'est pas le modèle type. On peut en tout cas faire des choses sur mesure pour la coopérative Oasis. L'exemple avec Terra, on est en train d'essayer de monter ça avec le projet Terra de Frédéric Bosquet qui est dans le Lot, je crois. Et voilà, donc on est en train d'essayer de le faire. Pour l'instant, nous, on essaie de le minimiser aussi parce que c'est compliqué de gérer des investissements fléchés. Mais si vous êtes là en lien avec un projet, on peut essayer de flécher, sachant que après, on vous encouragera à laisser votre argent même quand le projet aura remboursé. C'est des investissements qui sont plutôt sur des durées de 7 ans. D'accord. Il nous reste 1 minute de conclure parce que je vois que les personnes sont au taquet, ils sont hyper motivés. Comment leur donner envie de passer à l'acte? Parce que c'est ça le plus important finalement. Ouais. Alors, je pense qu'il y a 3 scénarios. Il y a le scénario où vous voulez créer un lieu, ou même si vous voulez rejoindre un lieu, d'aller suivre le parcours Oasis, Université des Colibris. Vous aurez plein d'infos juridiques, financières, la raison d'être, ce que c'est, comment on la crée, etc. C'est pas miraculeux, mais c'est indispensable. Un deuxième enjeu, c'est que si vous voulez soutenir les oasis, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas forcément habiter tout de suite dedans, mais qui veulent que les oasis se développent. Le meilleur outil aujourd'hui, pour moi, c'est la coopérative Oasis, qui a été créée pour que des citoyens soutiennent des projets. Et la troisième opportunité, c'est que si vous voulez plutôt découvrir, vous faire une idée, etc., vous n'avez pas encore l'idée de créer un lieu, c'est qu'aller sur la carte des oasis, trouver des lieux près de chez vous et aller les rencontrer. Parlez-leur, ça peut-être pas du tout le modèle qui vous intéresse. D'ailleurs, faites le tri, faites des lieux qui sont trop petits, trop gros pour vous, ou trop urbains, trop ruraux. Voilà, trouvez les lieux qui vous correspondent le mieux et allez tester, allez parler avec eux, créer du lien. Les oasis, ils ont vraiment une fonction exploratoire pour le monde de la transition. Et donc, il faut tester, aller les rencontrer. Alors, je vois une question qui vient de tomber d'Élodie, qui est visiblement handicapée. Comment on peut intégrer les personnes à mobilité réduite dans les oasis? Eh ben, on essaye. Beaucoup de lieux essayent, parce qu'en plus, c'est des lieux souvent qui accueillent du public, donc qui sont aux normes d'établissement recevant du public, donc les normes en situation de handicap sont intégrées. L'exemple de la grande maison tout à l'heure que je citais là en Belgique, ils ont une personne en fauteuil qui a vécu pendant 30 ans sur place, mais ça a été réfléchi pour. Ce qui est difficile, c'est que des lieux qui ne sont pas réfléchis pour au départ ont du mal à se transformer parce que des questions de normes, des questions d'usage qui n'ont pas été anticipées. Donc l'idéal, c'est si vous voulez
dans un lieu comme ça, en vivant, en étant en fauteuil roulant, de rejoindre un lieu qui est plutôt en création, pour qu'ils intègrent vos besoins dans la conception initiale. C'est plus simple. Et si tu avais un message pour Emmanuel Macron qui nous regarde peut-être pour développer les oasis en France? Moi, je pense que c'est un bon placement pour l'État. C'est-à-dire qu'en faisant quelques centaines d'oasis en plus, il génère des milliers de personnes qui font des transitions. Parce que, encore une fois, je le dis, les oasis, c'est qu'une petite partie de la transition. Par contre, c'est indispensable. C'est-à-dire que sans oasis, on ne fera pas la transition écologique. Moi, c'est ma conviction. Parce qu'on a besoin de ces fonctions exploratoires, de ces phares, de ces lieux qui montrent que c'est possible. Donc, moi, si j'étais vraiment dans une situation de responsabilité politique, je mettrais le paquet pour qu'il y ait 5000 oasis en France, parce que je suis convaincu que les gens qui vivent près de ces lieux vont aussi eux-mêmes changer. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, mais ça va se faire. Nous, c'est ce qu'on voit en Eure-et-Loire, dans une région qui n'est pas forcément la plus accueillante a priori pour des oasis. On voit qu'en 10-15 ans, on crée plein d'initiatives qui sont des phénomènes de rebond par rapport à ce qu'on vit dans une oasis. Et donc, c'est un bon investissement en mettant un peu d'argent pour générer beaucoup de choses. Merci à tous d'avoir été très nombreux ce soir. Ceux qui n'ont pas vu le début, vous pouvez regarder le live. Ça va répondre aux quelques dernières questions qui viennent de tomber. Merci beaucoup, Mathieu. Et puis à bientôt. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.